Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Marc Marquez, pilote de MotoGP, fait l'éloge de Verstappen. Max est un tueur. Alors, attends, à ne pas prendre au sens propre du terme, évidemment, parce qu'il ne tue pas les gens, Max. Enfin, d'après ce qu'on sait, après, je sais pas ce qu'il fait dans sa vie privée, mais bon. Marquez, Max est ambitieux et j'aime ça. Bien sûr, il est talentueux et c'est un tueur. Vous devez être un tueur si vous voulez être le meilleur. Lorsqu'on lui demande d'identifier la meilleure qualité de Verstappen, il ajoute: c'est la façon dont il gère la pression. Beaucoup de pilotes sont rapides et talentueux, mais en course et sur le moment, il est difficile de gérer la pression. Et il le fait très bien. Déclare, pour conclure donc, Marc Marquez, très fan de Max, visiblement. Bon, de toute façon, en général, ceux qui apprécient Marc Marquez, ils aiment bien Verstappen aussi. Et inversement, donc voilà. Moi, je m'en fous un peu du MotoGP, pour être honnête. Et j'ai pas de préférence. Si, pour le français, éventuellement, Quartaro, mais bon, à part ça, je ne suis pas la discipline, donc voilà. Bref, du coup, tout ça pour dire que Marc Marquez, il kiffe Max. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse, Marc Marquez? Je vous laisse donc réagir en commentaire. Hamilton considère Mission 44 comme sa plus grande fierté. Incroyable. Il se diversifie, Lewis. Attention à pas trop se diversifier quand même pour se concentrer sur sa saison de Formule 1. La chose dont je suis le plus fier, c'est Mission 44. Nous avons potentiellement l'une des organisations à but non lucratif les plus diversifiées opérant au Royaume-Uni. J'ai été visiter des écoles, j'ai vu l'impact que ça commence à avoir, j'en suis tellement fier. J'ai vraiment l'impression de vivre pour accomplir mon objectif et je sens que ça commence à avoir un effet tangible et positif. Nous allons commencer à avoir plus d'égalité pour les jeunes enfants et plus d'opportunités pour les enfants de milieux différents. Donc je suis enthousiasmé par cela. Très bien. Bah, c'est bien Lewis, bravo. On est fiers de toi. Maintenant, tu gagnes ton 8ème titre, Cette fois, tu te le fais pas voler par Max, la menace. Et puis voilà, tout le monde sera content. Sauf les fans de Max et les anti-Hamilton, évidemment. Je sais qu'ils sont nombreux sur cette chaîne. Mais ils se taisent. Bref, voilà pour ça. Je vous laisse commenter la diversification de Lewis. Ciao. RTL Deutschland prend une décision fracassante, la F1 disparaît de la chaîne. Ah, ils ont plus les droits. Tous les Grands Prix de Formule 1 ont été diffusés à la fois sur RTL Deutschland et Sky Sport pendant de nombreuses années jusqu'en 2020. Mais ça a changé ces dernières années. Les droits de diffusion ont fini par être entièrement entre les mains de chaînes payantes et les fans de Formule 1 ont dû s'abonner pour suivre tous les week-ends de course de la saison. Grâce à une sous-licence, RTL Deutschland pouvait encore diffuser 4 courses. Ouais, bah, comme faisait TF1 du coup, ou C8, permettant aux téléspectateurs allemands de regarder quelques Grands Prix supplémentaires gratuitement. Cependant, le diffuseur a maintenant fait un choix différent. Il assure que la sous-licence ira probablement à une autre partie. Selon les informations, ARD ZDF est une combinaison de ProSieben et Sat1, entre autres, sont en concurrence pour les droits de diffusion de quelques 4 Grands Prix. Ces téléspectateurs allemands continuent aussi à bénéficier de quelques courses gratuites. L'ère de RTL Deutschland touche enfin à sa fin. J'aime bien le enfin, quoi. Bon, bah voilà, ça sera sur une autre chaîne, comme à l'époque, nous, TF1, ils avaient 4 courses, c'est pareil, gratuites. Au final, bon, c'est passé sur C8. C'est resté dans le groupe Canal, mais c'est allé sur C8, quoi, en gros. On est passé du groupe TF1 au groupe Canal à full 100% au final. Et je pense que ce sera encore sur C8, les 4 Grands Prix gratuits en 2023. Je ne sais pas quels seront ces Grands Prix, on le sait qu'au dernier moment, à chaque fois. Peut-être Bahreïn d'ailleurs, vu que c'était gratuit, il me semble, Bahreïn, l'année dernière, la première course de la saison 2022, c'était une des 4 courses gratuites sur C8, je crois, me semble-t-il. Bref, on verra ça. Donc RIP à tous ceux qui accédaient au satellite via RTL Deutschland. Éventuellement, je pense que ça existait. Pour regarder la F1 gratuitement, vous pourrez plus, vu que ça change de chaîne. Allez, ciao. Pas moins de 4 juniors Red Bull participeront à des compétitions de Formule 2 cette année, à Carlin et Hightech, ce qui a été annoncé dans 2 déclarations sur le site web de la F2. Carlin sera rejoint par Enzo Fittipaldi et Zayn Maloney. L'année prochaine, Fittipaldi a déjà piloté une F2 chez Charles Racing System en 2021, tandis que Maloney vient de la Formule 3 en tant que vice-champion. Je suis extrêmement heureux de rejoindre Carlin et aussi de faire partie de la famille Red Bull pour la saison 2023, déclaré Fittipaldi. Une opportunité incroyable et je suis impatient de participer au premier week-end de course à Bahreïn. Maloney rejoindre Carlin en F2 et le faire au sein de l'équipe Red Bull Junior est une opportunité fantastique après ma première année en F3 la saison dernière. Alors, high-tech, il y a Isaac Hadjar qui rejoint et Jack Crawford. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe Red Bull Junior et de poursuivre ce voyage avec high-tech une année de plus. J'espère que nous pourrons gagner d'autres courses et faire une bonne saison ensemble, déclare donc Isaac Hadjar, le français. Je suis ravi de revenir avec high-tech pour ma première saison de Formule 2. Ce sera une saison difficile avec une grille solide, mais je suis impatient de voir ce qui m'attend, a déclaré Crawford, heureux.
Eh ben on verra ce que valent ces pilotes, hein. Abonnez-vous à Team Motorsport, évidemment. Steve Nielsen, nouveau directeur sportif de la FIA. La FIA a annoncé à la veille de la saison 2023 de Formule 1, enfin à la veille, bon, il y a encore quelques jours, quelques semaines, hein, un profond remaniement au sein de sa direction de course, avec notamment l'arrivée au poste de directeur sportif de Steve Nielsen, que voici en photo. Et pourquoi il a un t-shirt Red Bull là. Voilà, c'est la FIA est à la solde de Red Bull, c'est officiel. Non, ça date de 2014, hein, j'imagine qu'il bossait chez Red Bull à l'époque. Ainsi, Nicolas Tombazzi, qui dirigeait l'équipe technique en Formule 1 depuis 2018, a été nommé directeur monoplace, tandis que Steve Nielsen, qui a déjà travaillé pour les FOM auparavant, rejoint la FIA en tant que directeur sportif responsable de la supervision de toutes les questions sportives, y compris le développement continu du contrôle de course, des opérations à distance, ainsi que les futures mises à jour du règlement sportif. Tim Goss assumera le rôle de directeur technique précédemment occupé par Tombazzi, après avoir occupé le poste d'adjoint depuis le début de la saison 2021. Federico Lodi dirigeait pour sa part l'équipe du règlement financier de la FIA depuis sa création et devient désormais directeur financier de la Formule 1. L'ancien directeur sportif François Sicard occupera un poste nouvellement créé au sein de la FIA en tant que directeur de stratégie des opérations de la Formule 1, responsable de la planification stratégique à long terme ainsi que des activités clés en bord de piste et de la logistique. Voilà, ben, ça en fait des choses. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à apporter des changements importants et éclairés à notre équipe de Formule 1 afin de créer la bonne structure avec les bonnes personnes pour superviser la future réglementation sportive. En développant et en responsabilisant les personnes au sein de notre organisation ainsi qu'en apportant l'expertise et l'expérience de l'extérieur, je suis convaincu que nous sommes dans la meilleure position possible pour avancer avec nos partenaires de l'FOM et les équipes de F1. Désormais nouveau directeur sportif en F1, Steve Nielsen a une grande expérience en Formule 1, après avoir occupé le poste de team manager et de directeur d'écurie, notamment chez Lotus ou encore Toro Rosso. J'ai passé ma vie professionnelle à travailler pour de nombreuses équipes et organisations en Formule 1. J'ai hâte de m'engager dans un nouveau chapitre avec la FIA. Je tiens à remercier le président de la FIA et Dominique Ali, PDG de la F1, pour leur confiance en moi, et je comprends et apprécie les défis uniques qui accompagnent le rôle de régulateur. Ayant travaillé en étroite collaboration avec un certain nombre de personnes au sein de la fédération au fil des ans, je suis impatient de relever les défis qui les attendent. La Formule 1 est dans une excellente position en ce moment, et c'est de notre responsabilité d'assurer la santé future du sport qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Très bien, eh bien on a hâte de voir ça, hein. Bref, pour nous les fans, je pense pas que ça change grand chose. Faut voir surtout quel directeur sportif sur les courses ils vont mettre. Commissaire, directeur qui gère les commissaires quoi en gros. Vu que Wittich et l'autre là ont été virés. Freitas. Bon allez bref, je vous laisse commenter ces changements. Romain Grosjean répond aux critiques de Verstappen sur les 24 heures du Mans virtuel. Alors vous savez que Max il s'est vénère, il arrache kit parce que l'organisation était pourrie, il y a eu des déconnexions, des red flags. Tout ça. Il les a traités de clowns, même les organisateurs. J'ai plus de chances de gagner si je vais au casino de Las Vegas. Eh bien, justement, Max, tu auras l'occasion d'y aller au casino de Las Vegas en novembre, lors de la saison 2023 de Formule 1. On verra si tu gagnes du coup. Le double champion du monde en titre a reçu le soutien de plusieurs camps, mais tout le monde n'était pas d'accord avec son discours. Par exemple, le commentateur Ben Constant du Ross, ou encore Romain Grosjean, pilote en IndyCar. Lorsque Boosted Media a exprimé son mécontentement, sur Twitter, le Français a répondu par une comparaison. Et si vous avez un problème moteur ou de mécanique dans la vraie vie, est-ce que c'est pas la même chose? Ah, je dirais que non, parce qu'au final, là, c'est même pas sa voiture le problème. Bon, il aurait pu casser un moteur ou je ne sais quoi. Mais là, c'est l'organisation qui déconnecte certains pilotes et pas d'autres. C'est un problème de sécurité même du serveur. Donc si on pouvait faire une comparaison, ça serait plutôt un problème de sécurité sur la piste. Vous voyez? Genre des spectateurs envahissent la piste, par exemple. Si on voulait comparer, voilà. On pourrait plutôt dire ça. Donc là, je suis pas trop d'accord avec Romain Grosjean pour le coup. Donc voilà, de toute façon, suite à ses propos, je pense que Max, même s'il a dit qu'il ne reviendrait pas au 24 heures de monde virtuel, je pense qu'il sera plus invité, même s'il voulait revenir. Donc là, il s'est grillé tout seul. Hein. Après, encore une fois, je peux comprendre son agacement, parce que c'est une course qu'ils ont préparée depuis un moment. Et se faire déconnecter et subir ça, franchement, c'est pas cool, quoi. Ça serait une course de 3 ou 4 heures encore, ou 6 heures à la limite. Mais c'est quand même une course de 24 heures, quoi. Donc bon, je comprends la frustration d'un côté, mais bon. Encore une fois, bah là, il s'est énervé très vite, et ça, peut-être que dans le futur, ça portera préjudice à Max. Vous en pensez quoi, vous? Coulthard fait l'éloge de la réaction d'Hamilton après Abu Dhabi 2021. Oula, on reparle d'Abu Dhabi encore, vraiment? David Coulthard, ancien pilote de F1, a pris la défense du Britannique lors de l'événement Red Bull à Dublin. La façon dont Lewis a géré la situation est fantastique. Ça aurait été beaucoup plus difficile s'il avait été plus jeune. Le vice-champion du monde 2001 poursuit. Avec l'âge vient la maturité. L'avantage de la jeunesse, c'est que vous êtes insouciant. Vous n'avez peur de rien. En vieillissant,
vous commencez à comprendre les conséquences de la maturité vous permettent de faire face à cette situation. David Coulthard n'hésite pas non plus à admettre qu'il aurait lui-même géré la situation de manière différente. À l'heure actuelle, je serais encore en train de me plaindre à la Cour suprême européenne. Ok. Alors moi, je me pose la question, c'était un événement Red Bull, le mec qui parle d'Hamilton, comment il est venu à parler d'Hamilton, quoi? Quelle était la question qu'ils lui ont posée, du coup, pour que ça en vienne à parler d'Hamilton et d'Abu Dhabi 2021 dans un événement Red Bull? Excellent, quoi. Très bien. Bon, bah écoutez, au moins, Coulthard, il est toujours pilote pour faire des représentations chez Red Bull, mais au final, vu qu'il apprécie beaucoup Hamilton, on va dire que ça compense. Franchement, j'aurais été Hamilton, j'aurais poussé pour que Mercedes aille au tribunal du sport, hein, honnêtement. Bon, lui, visiblement, il a pas poussé pour, ou alors on n'est pas dans les coulisses, il a voulu, mais Mercedes a refusé. Je sais pas. Écoutez, il y a que eux qui le savent, hein, mais franchement, j'ai été déçu qu'ils aillent pas jusqu'au tribunal, honnêtement. Bref, je vous laisse commenter. Alpine est toujours à la recherche de son troisième pilote pour 2023. Ah, c'était pas Jack Doohan? La playlist la plus crédible à l'heure actuelle mène à Jack Doohan, membre de l'académie depuis 2021. L'Australien semble être le meilleur candidat pour le poste. Je n'y ai pas encore pensé, mais il y aura certainement un rôle dans l'équipe, mais nous n'avons pas encore décidé lequel, a d'abord lancé Otmar, lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité de promouvoir Doohan, réserviste. Il est vraiment bon, il est très professionnel pour un jeune garçon, il travaille dur, et se prépare très bien, il pilote avec de la confiance, il a un gros potentiel. Parmi les membres de son académie, Alpine peut également s'appuyer sur Victor Martins, par exemple, sacré champion F3 de 2022. Toutefois, le francilien semble partir avec un léger retard. Déjà, il faudrait qu'il fasse des bonnes performances en F2, Victor, donc avant de pouvoir potentiellement avoir ce rôle de pilote de réserve. De retour au sein de la maison tricolore depuis un an, le Français n'a toujours pas eu l'occasion de monter dans une Formule 1. C'est peut-être sur ce point que l'Australien tient la corde pour devenir troisième pilote. Pour moi, ça sera un choix logique, clairement. À un mois et demi du premier Grand Prix, Alpine va devoir prendre une décision quant à son troisième pilote. Si on lit entre les lignes des propos de North of Nowhere, Jack Doohan a de grandes chances de le devenir. Franchement, oui. Je vois pas qui d'autre, en fait. Ricciardo, il est chez Red Bull. Mick, il est chez Mercedes. Il y a même Giovinazzi qui a signé chez Ferrari, en tant que pilote de réserve. Donc là, d'anciens pilotes de F1, il n'y a plus personne. Allez, Mazepin, allez, go. Mazepin, pilote de réserve Alpine, go. Vous en pensez quoi? Oh là là, ça serait incroyable. C'est peut-être ça qu'il veut pas nous dire, Nikita. Ah, un petit cachotier. Je vous laisse commenter. Alors ça, c'est vraiment une histoire insolite. Un fan de F1 autrefois confondu avec le patron de la mafia italienne pousse un soupir de soulagement alors que Matteo Messina Denaro a été capturé, donc le patron de la mafia du coup, et pas ce fan. Donc fugitif de Sicile recherché depuis 30 ans, a finalement été capturé, mettant fin à une grande chasse à l'homme mondiale qui a bizarrement touché la communauté des fans il y a 2 ans. Un Britannique de 54 ans de Liverpool a été arrêté par la police de la Haye aux Pays-Bas en 2021 parce qu'il pensait à tort qu'il était Denaro. Je pense qu'on avait déjà parlé sur la chaîne de ça d'ailleurs. J'ai un souvenir de cette histoire. Mark L, comme l'homme innocent est connu, s'est fait tirer une cagoule sur le visage par la police alors qu'il mangeait dans un restaurant avec son fils et un ami. La police néerlandaise pensait que le patron de la mafia en fuite se trouvait dans leur pays, mais il se trompait. Oh là là, la bourde des flics néo-hollandais là. Mark L n'était aux Pays-Bas que parce qu'il assistait au Grand Prix des Pays-Bas de F1. Son avocat de l'époque a déclaré: j'ai toujours été convaincu qu'il n'était pas le chef de la mafia. Ça aurait été un génie italien d'avoir un si fort accent de Liverpool. Ok, vous pouvez imaginer, il avait de la colère, de l'incrédulité et des rires parce que c'est ridicule. C'était un fan de F1 random quoi. Quelle histoire, franchement incroyable. Donc voilà, il peut être soulagé, il lui ressemblait vachement peut-être à ce parrain de la mafia. Écoutez, le vrai a été capturé, donc voilà. Tout est bien qui finit bien. Je vous laisse commenter cette news insolite. Ben Soleil espère que personne ne pourra utiliser le plafond des coups et tenter de dissimuler des choses. Ouais, écoutez, mon avis c'est pas dit que ça n'arrive pas à ça. J'ai été très clair sur ce qui s'est passé avec Red Bull et Aston Martin. Nous nous sommes assurés que rien n'était caché et nous avons été très transparents. Nous avons fait le check-up, parcouru tout le processus et nous avons autorisé publiquement la révélation à tout le monde. J'espère que personne ne pourra utiliser le plafond des coups pour essayer de dissimuler des choses. Les équipes sont maintenant très claires sur le fait que la FIA est là en tant qu'instance dirigeante. Ils sont là à regarder, c'est notre beauté. C'est notre beauté. Voyons. C'est notre responsabilité. Alors, franchement, je pense qu'il y aura des comptables assez malins pour dissimuler des choses. Mais que ce soit chez Red Bull, Ferrari, Mercedes, notamment, ou d'autres équipes, ils le feront s'ils peuvent. Faut pas se voiler la face. Donc là, Red Bull a été prise la main dans le sac. Ils ont été pénalisés, bon voilà. Maintenant, s'ils recommencent, à mon avis, ils vont prendre très cher. Donc à eux de pas faire de vagues. On verra bien donc. J'espère que personne ne redépassera ce budget en tout cas.
Parce qu'il y a un budget, c'est pour le respecter. Hein. C'est pas fait pour les chiens. Allez, je vous laisse commenter. Wolff dit qu'il va discuter de l'interdiction de discours politique de la FIA avec Hamilton. Bah oui, parce que lui, c'était un expert hein, dans les déclarations politiques avec des t-shirts, des casquettes ou je ne sais quoi, comme faisait Vettel d'ailleurs. Nous n'avons pas parlé de la situation politique car il est hors saison et je pense que c'est important de se protéger de la F1. C'est ce que je fais beaucoup, aider à protéger. Une fois de retour, ces choses seront discutées avec lui. Je pense que nous devons voir comment ça va se dérouler vraiment. Nous comprenons que le sport est là, non pas pour faire de la politique, mais au contraire pour fédérer. Je n'ai aucun doute que Ben Sulayem et la FIA veulent faire les choses bien. Il s'agit simplement de s'aligner sur les pilotes qui ont été plus francs dans le passé. Chaque fois, je sais que lorsque Mohamed a parlé à Lewis, et dans l'autre sens, ça s'est terminé par une conversation positive. Je ne doute donc pas qu'une fois que les gens seront assis à table ensemble, les choses n'apparaîtront pas aussi dures que lorsqu'elles sont écrites hors de saison. Ouais, bon bah écoutez, on verra. Hein. On verra à quel point ils pénalisent les pilotes qui font ça. Est-ce qu'Hamilton prendra un risque de faire de la politique? On verra. Je pense que oui. Si vraiment il y a des sujets graves qui lui tiennent à cœur cette année, je pense qu'il va pas se priver. On verra ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Russell, avoir Albon et Norris devant lui était difficile à gérer. Je comprends. Il se traînait avec une Williams. Bon, maintenant, voilà, qui est chez Mercedes. Ça va, hein, il va régulièrement finir devant eux. Ce fut une saison vraiment unique pour ma première année en Formule 1 en rejoignant Williams, une équipe qui était au bord de la faillite. Une équipe qui, chaque week-end de course, courait pour survivre. C'était pas une course pour performer, l'équipe courait pour survivre et les emplois de 800 personnes étaient en jeu. Il n'y avait aucun doute quand je suis arrivé à la première course en Australie, je suis ici en Formule 1, presque un rêve accompli, et je suis en piste et nous sommes à 4 secondes du rythme. La voiture s'effondre, nous sommes doublés 2 ou 3 fois. Vous pensez en quelque sorte à vous-même, est-ce le rêve? Mais je pense que j'ai toujours eu une vision assez rationnelle des choses. Bah surtout, il se savait lié à Mercedes, donc il savait très bien qu'il allait un jour aller chez Mercedes. Bon, évidemment, il fallait faire le job quand même chez Williams. Il fallait pas se relâcher. Voir Alex en Red Bull marquer des podiums et être l'homme jusqu'à un certain point, et Lando également toujours dans les points, c'était un peu difficile à digérer, car je reviens toujours de la Formule 2 où je les ai battus. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait géré ça, il expliquait « Je pensais que même s'il finissait dans les points et qu'il faisait des podiums, je suis pas ici pour marquer des points ou des podiums. Je suis ici pour gagner et je veux gagner. Même s'il terminait devant moi, nous traversons tous ce voyage ensemble en apprenant. Je faisais partie de Mercedes et je chantais que mon heure viendrait. Bah oui, voilà. Donc je pense que dans une situation difficile, vous devez essayer de voir les aspects positifs. Je conduisais à l'arrière de la grille, un peu sous le radar. J'ai fait quelques erreurs cette saison-là, mais peu de gens l'ont remarqué parce que les projecteurs n'étaient pas braqués sur moi. Les projecteurs étaient braqués sur les gars à l'avant, et notamment Lando et Alex. Si jamais il faisait une erreur, le monde entier le savait. D'ailleurs, c'est pour ça que Albon s'est fait virer de chez Red Bull. Hein. Je suis en Formule 1, je vais dans 21 pays différents, 21 courses différentes, des circuits différents. C'est l'occasion pour moi d'apprendre et peut-être d'essayer des choses que par exemple Alex et Lando n'ont pas eu l'occasion de faire, car les projecteurs étaient sur eux chaque week-end. Bon, ils étaient plus sur Albon quand il était chez Red Bull que Norris quand même, mais bon. Effectivement, je comprends son point de vue. Alors maintenant, par contre, Russell, les projecteurs ils sont plus braqués sur toi que sur eux. La situation s'inverse, attention. Allez, je vous laisse commenter. Alors Wolff nous prévient, l'écart avec Red Bull et Ferrari pourrait rester inchangé. Ah non, hein. Alors ça tease la W14, mais derrière ça nous dit ça. Quelle blague. Vous n'avez aucun doute, lorsque vous partez avec une demi-seconde de retard, il sera difficile de rattraper les organisations aussi formidables que Red Bull ou Ferrari, a déclaré Wolff, cité par motorsport.com. Cela dit, nous sommes super déterminés à le faire, mais nous devons fixer nos attentes à un niveau réaliste. Le patron de l'équipe croit toujours au potentiel qu'il a vu dans le concept de la W13, donc il ne semble pas que l'écurie allemande soit prête à abandonner complètement ce concept. Wolff pense que si la nouvelle voiture répond aux attentes, elle sera capable de concourir à nouveau à l'avant. Cependant, il souligne que l'équipe ne considère pas ça comme acquis, et que l'écart avec la concurrence pourrait simplement rester à changer à partir de 2022. Ça serait vraiment un coup dur là, franchement. Si encore une fois Mercedes est la troisième force du plateau, 3 ou 4 dixièmes derrière les autres, que ce soit Red Bull ou Ferrari d'ailleurs, ouais, ça va être encore une saison galère hein, pour Mercedes et pour ses fans hein, et pour ses pilotes du coup. Ce serait vraiment horrible. Donc là, vous faites du bon travail, hein, j'espère. Hein. Allez, ciao. Bon, alors, je sais pas pourquoi ils ont pas remplacé le Grand Prix de Chine. Peut-être qu'ils se disent que la Chine va accepter de faire le Grand Prix. Donc, il n'y aura pas de remplacement. C'est nul, franchement, c'est nul. S'il n'y a pas de course pendant un mois encore, ça serait un peu dommage. Peu avant la fin de l'année, donc, la Formule 1 a confirmé l'annulation du Grand Prix de Chine en raison de restrictions. Cependant, les restrictions imposées par la Chine ont été levées ces dernières semaines et on s'attendait alors à un éventuel retour du Grand Prix de Chine au calendrier. Mais la catégorie Rennes a confirmé que la course prévue à Shanghai ne se fera pas. Oh bon, bah ok, d'accord, ok, alors comme ça c'est réglé. La Formule 1 peut confirmer que la saison 2023 comprendra 23 courses. Toutes les dates de courses existantes sur le calendrier restent inchangées. En raison de l'annulation d'un Grand Prix de Chine,
Il y aura donc un espace vide dans le calendrier d'environ 4 semaines, entre l'Australie, programmée le 2 avril, et l'Azerbaïdjan, programmée fin avril, le 30. Ouais, c'est pas bien, franchement c'est nul. On va avoir 3 courses espacées de 2 semaines chacune, et puis avoir un trou pour la 4ème, entre la 3ème et la 4ème. On va avoir quasiment un mois, quoi. Et au final, vous voyez que Azerbaïdjan, et une semaine après, il y a Miami, alors que c'est vraiment le bout du monde, hein. À la limite, ils auraient pu avancer Azerbaïdjan au 23 avril, par exemple. Ça aurait fait que 3 semaines de pause, comme ça aurait fait 2 semaines entre Bakou et Miami. Bon, après, j'imagine qu'avec les places et tout, ça aurait posé problème, mais bon. Ouais, c'est mal fait, c'est mal foutu, dommage. Ouais, enfin bon, c'est comme ça. Donc 23 courses et 6 courses sprint de prévues en 2023. Bon, vous en pensez quoi de cette annulation et ce non-remplacement du Grand Prix de Chine? C'est un peu dommage, non? Toto Wolff, Hamilton et Russell alterneront les cycles de performance, selon Toto. Donc en gros, il insinue qu'un coup, ce sera Hamilton qui sera largement devant Russell ou devant Russell, et l'autre coup inversement. Répondant initialement aux préoccupations de Russell concernant son état de forme, Wolff a déclaré: George est toujours très autocritique, ce qui est un des atouts qui font de lui un futur champion. Au début de l'année, vous pouviez dire que George se débrouillait très bien, et puis dans le dernier tiers de l'année, c'était plutôt Lewis Hamilton. Évaluant la façon dont la forme est susceptible de continuer à fluctuer entre les deux, Wolff a ajouté: en termes de performance optimale, nous avons la combinaison des 2 meilleurs pilotes, le line-up le plus fort. À mon avis donc, nous allons toujours voir des variations de performance entre les deux pilotes. Ouais, alors ok, ça c'est bien d'un côté, bon ok, mais si le problème c'est s'ils se bouffent des points pour le championnat par exemple, ce que ne fera pas Red Bull, puisque Red Bull ils ont décrété que Max était le pilote numéro 1 du coup. Chez Ferrari ils ont le même problème finalement, parce qu'il n'y a pas de pilote numéro 1, c'est Leclerc et Sainz qui peuvent se bouffer des points tout le temps, et chez Mercedes ça sera la même chose. Donc, grâce à ça, je pense que Red Bull pourrait encore tirer le maximum de cette situation, et pourquoi pas voir titrer encore Max une 3ème fois, grâce au fait qu'ils ont décrété qu'il était le P1, quoi. J'espère que ça sera pas aussi facile que ça pour lui, mais bon, c'est ce qui pourrait arriver, hein, s'ils se mangent des points l'un à l'autre. On verra bien, écoutez, je vous laisse commenter. Les courses sprint sont des générateurs d'erreurs pour les écuries, déclare Simons. Oui, effectivement, des générateurs d'erreurs, des accrochages peuvent arriver, effectivement. C'est ce qui fait le charme des sprints aussi. D'ailleurs, on ne sait toujours pas s'ils vont scinder les qualifs en deux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des qualifs pour le sprint et est-ce qu'il y aura des qualifs pour la course principale. Bon, pour l'instant, c'est pas encore dit que ça soit le cas. À mon avis, si ce sera le cas, ça sera en 2024. C'est un peu tard maintenant pour changer les règles, je pense. Mais bon, on va surveiller quand même. Il y a ceux qui aiment ça et ceux qui aiment pas ça. Pour moi, ce que nous faisons, c'est que nous organisons une compétition. Ce que j'aime dans une compétition, c'est quand elle n'est pas prévisible. La semaine dernière, Oxford jouait contre Arsenal en FA Cup et il tenait le 0-0 à la mi-temps. Ce genre de choses est génial. Avec un week-end de Grand Prix normal, le vendredi n'offre aucune compétition et donc quel intérêt? Nous sommes ici pour la compétition. Bah, c'est pas fou ça. De plus, les équipes sont tellement douées pour la simulation de nos jours qu'elles ont tout le temps du vendredi pour mettre au point la voiture. S'assurer que tout est bon, ce qui rend le tout prévisible. Je suis d'accord avec cet argument, clairement. Pour moi, moins il y a d'essais, plus il y a de chances que ça soit imprévisible, et plus il y a de chances qu'il y ait de spectacle, surtout. On l'a bien vu au Brésil, hein, vous avez vu que Red Bull a raté le réglage de sa voiture, ils étaient dans la sauce, et du coup ça nous a mis une course incroyable avec un doublé Mercedes. S'il n'y avait pas eu de sprint au Brésil, si ça avait été un week-end normal, je pense que ça serait pas arrivé. Et que Red Bull, ils auraient peut-être moins dominé que d'habitude, mais ils auraient quand même gagné. Avec Verstappen au moins. Et Mercedes n'aura jamais gagné. J'en suis persuadé de ça. Donc le sprint pour moi c'est une bonne chose, quoi que vous en disiez. Les haters du sprint. Je continue. Ce que fait le sprint, c'est qu'il nous permet d'avoir une compétition tous les jours, parce que vendredi nous avons les qualifs, le samedi nous avons une course sprint, et le dimanche nous avons la vraie course. À mon avis, ça permet d'éviter que le spectacle n'empiète sur l'événement principal, et je pense que c'est important parce que le Grand Prix est l'essence même de l'événement. En réduisant le temps que les équipes ont pour ajuster leur voiture, en mettant un autre générateur d'erreurs avec la course sprint, nous avons la chance d'avoir une course un peu plus hétéroclite. Ce sont les courses que les gens aiment. Ouais, il a tout dit, hein. Franchement, je suis totalement d'accord pour ça, en tout cas avec lui. Donc, en 2023, il y aura 6 sprints. Bon, maintenant, on verra comment ça se passe. Les courses ont d'ailleurs été dévoilées donc il y a quelques semaines de ça. Et voilà, moi je suis pour le sprint. Et vous? Mercedes donne aux fans un aperçu des coulisses du développement de la W14. Alors moi je trouve que ça communique beaucoup chez Mercedes, beaucoup plus que les autres équipes. Attention à ce que ça se retourne pas contre eux, parce que beaucoup de communication pour nous dire vous allez voir la W14 va faire oublier la déception de la W13. Attention
à ce que ça se retourne pas contre vous, Mercedes. J'espère, parce que franchement, vous allez passer pour des clowns sinon. Hein. Contrairement aux autres équipes qui essaient de garder le développement de la voiture dans les coulisses autant que possible, Mercedes profite de chaque occasion pour donner au public un aperçu de ses coulisses. Une vidéo de Russell essayant le siège a été partagée début décembre. Le premier rugissement du moteur a retenti plus tard dans le mois. Et maintenant, les fans peuvent voir des images du développement de la voiture. Tout cela sans détails bien notables, bien sûr. Cela attendent encore le dévoilement officiel et les journées d'essai. Mercedes, c'est le 15 février donc. Du coup, n'oubliez pas. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Espérons que cette W14 tienne ses promesses. Hein. Sinon, je vais vous tomber dessus, hein, Mercedes, clairement. Je vous laisse commenter.